Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode de la série Une brève histoire de Phil qui explore le lore de Hollow Knight Silksong. La dernière fois nous avons fouillé les quais profonds, et aujourd'hui on continue notre aventure dans les terres lointaines. Alors, c'est parti. Après avoir vaincu Lace, l'accès aux terres lointaines est déverrouillé. Les terres lointaines, c'est, pour grossir les traits, l'antre avec des plantes. C'est-à-dire qu'il y a de la roche, des gisements, du silex, des cadavres et que le tout repose sur de la lave. La différence la plus notable, c'est la présence d'une flore verdoyante dans cette partie des fondations de Farloom. C'est donc pour ça que je dis que c'est l'antre avec des plantes. Une autre différence avec l'antre est la présence plus ou moins abondante de fourmiscars dans la zone. Ne soyez pas surpris lorsque je les esquiverai dans cet épisode, car nous en parlerons dans le prochain avec le sentier du chasseur. Les ennemis que nous pouvons rencontrer dans ce début des terres lointaines, outre les fourmiscars, sont les folles-feuilles, de petits êtres craintifs qui se camouflent parmi les herbes. Ils nous fuient donc, ne bougez pas trop comme un fou et ils ne vous feront absolument rien. Les deuxièmes sont les folles-feuilles ailées. On ne sait pas vraiment si les folles-feuilles et les folles-feuilles ailées sont de la même espèce ou non, mais peu importe. Les deux sont inoffensifs et sont clairement au plus bas de la chaîne alimentaire des terres lointaines. Quoiqu'ils ne sont peut-être pas les plus bas. En effet, les zéphirins sont encore plus peureux que les folles-feuilles. Ce sont des espèces de petites pousses trop mignonnes qui s'enfuient dès qu'on s'approche trop près. Il y en a un grand fin et un petit gros. Mais ne vous fiez pas aux apparences. Ils sont très rapides. Et si jamais vous arrivez à activer votre aiguille assez proche d'eux, ils se mettront simplement à chanter sans révéler leurs pensées. Soit parce qu'ils n'en ont pas, soit parce qu'ils savent les garder pour eux. En remontant un peu, nous pouvons accéder à des constructions scar, faites d'ossements, de cordages et de rien d'autre en fait. Les fourmis sont passées maîtres dans l'art de récupérer les anciennes carcasses pour en faire toutes sortes de choses. Elles doivent aussi connaître beaucoup de nœuds pour faire ce genre d'échelle. La zone d'en haut nous permet aussi de voir ces bons vieux pics rouges, dont je me serais bien passé mais qui ont l'air plutôt liés aux fourmis. Rouges elles aussi. Je préfère continuer à parler de cette partie de la zone dans l'épisode consacré au Scar. Je pense que vous le comprendrez. De toute façon, on a de quoi faire dans les terres lointaines, ne vous en faites pas. On continue donc notre route en passant par ce gouffre gigantesque qui n'est pas sans rappeler celui de Gouffre d'Os. Nous pouvons retrouver Chakra dans une des nombreuses grottes reliées à la fosse. Elle nous vend sa carte en montrant un certain enthousiasme face à cette zone dangereuse, par son environnement comme par ses habitants. Dans ce gouffre, nous pouvons croiser des caranides féroces, qui n'hésitent pas à utiliser leur queue pour s'en prendre à nous. Selon Hornet, ils se servent de l'air chaud de la région pour compenser la taille de leurs ailes et ainsi rester dans les airs. Tout en bas, nous avons accès à un tuyau provenant des quais profonds qui nous mène directement à la deuxième partie de ces derniers si l'on a suffisamment exploré la zone. Ces canalisations ont l'air d'avoir été complètement infestées par la verdure. La nature reprend ses droits et ce petit four creux en a fait l'expérience. Sa cloche de protection n'aura pas suffi. Elle nous permet de ne pas perdre de points de vie lorsqu'on se soigne et qu'on se fait toucher. Mais bon, continuons notre chemin en observant ces colonnes d'air ascendant. Oh, une énorme colonne vertébrale. Ça m'en rappelle une autre. Et une sorte de robot, très grand en plus, avec une aiguille de Farloom coincée dans une articulation. Intéressant. Je n'aimerais pas qu'il se réveille. Bah, de toute façon, il est enseveli sous ces rochers, on ne craint rien. Continuons donc notre chemin en évitant de tomber dans la lave. On arrive alors dans cette grotte plus que spacieuse. Au fond, au loin, une cascade de lave gigantesque, qui nous permet de nous faire une idée de la complexité du royaume de Farloom et du monde de Hollow Knight en général. Mais ce n'est peut-être pas l'élément le plus intéressant de cette pièce, car au milieu trône un énorme ballon maintenu dans les airs grâce à l'air chaud provenant directement de la lave en dessous. Un autre ballon est visible dans le fond, mais je ne saurais pas en dire quoi que ce soit. Peu importe, entrons. Nous rencontrons alors la couturière, un personnage sympathique, mais qui a l'air d'en savoir bien plus qu'elle ne veut bien le laisser paraître. Elle nous propose son aide, alors ça va. Elle est disposée à améliorer notre cap si on lui fournit les matériaux adéquats. Pour cela, allons vers la droite pour tabasser du haut-cœur. Un ennemi présent uniquement ici qui ne nous attaquera que si nous l'attaquons en premier. C'est l'échange équivalent un peu. Bref, il nous envoie des cœurs d'épines, le matériau dont a besoin la couturière. Il nous suffit d'esquiver ses projectiles pour en ramasser. Mais patience, ce n'est pas la seule chose à dire de cette zone. Elle recèle quelques secrets. En effet, elle est l'une des seules où nous pouvons voir des pèlerins dans les terres lointaines. Seulement, ce sentier de pèlerinage a l'air d'être complètement abandonné depuis longtemps.
Le banc ne marche même plus. En plus, ce manuscrit d'os que l'on peut trouver ici nous confirme que l'endroit n'est plus vraiment utilisé. Et pire, que les pèlerins sont pour la plupart morts ou sous l'emprise de l'ombre soie. L'autre élément intéressant de la zone est cette carcasse géante, ou plutôt une carcasse qui renferme des dizaines, voire des centaines de crânes tout aussi énormes. Cette espèce de grotte s'enfonce profondément jusqu'à la lave, les murs toujours tapissés de crânes. Dans cette pièce, un nouvel ennemi, la termite. Un ennemi volant, osseux, qui nous crache des boules ardentes à la figure, mais qui, surprenamment, pourrait se révéler utile dans le BTP, selon les dires de Hornet. Bon, quittons cet étrange lieu en n'oubliant pas de récupérer le fragment de masque, et partons rejoindre la couturière. Nous parlerons du Tisni dans une vidéo qui leur sera dédiée. De retour, la couturière récupère les cœurs d'épines et se met comme promis à s'affairer sur son métier à tisser. Nous voici détenteurs d'une cape flottante. Mais avant de partir, remarquons ces aiguilles plantées dans des bobines dans le fond de la pièce. Ne vous font-elles pas penser à une autre aiguille? Bah peu importe, repartons explorer les terres lointaines. Non. Il s'est réveillé, ou plutôt elle s'est réveillée. C'est la 4ème chorale après tout, un automate géant qui aurait été envoyé pour vaincre la couturière. Mais j'en parle juste après. Finissons le combat et... c'est quoi tous ces papillons qui sortent du robot? Ce sont des papillons de soie, mais je pense que vous vous y attendez, on en parlera bien plus tard. Revenons donc à la couturière. Elle fait en fait partie, ou plutôt faisait partie d'une caste, d'un ordre de maîtresse de la pique. Elle et ses sœurs maniaient la pique de Farloum à la perfection, et ont partagé leur savoir avec la citadelle. Sauf que, une fois cet enseignement reçu, la citadelle n'a plus eu besoin d'elle, et a commencé à les voir comme une menace potentielle qu'il fallait exterminer. Ainsi, la 4ème chorale fut envoyée, et la couturière livra son dernier combat, paralysant ainsi la 4ème chorale pour être enfin tranquille. Elle est maintenant pacifiste et cherche à se faire oublier de ceux d'en haut, alors laissons-la nous aussi tranquille, au risque de lui causer des ennuis. Puisque la voie est maintenant dégagée et que nous pouvons remonter, retournons au gouffre central des terres lointaines. Une fosse dépourvue d'intérêt pour celui qui ne sait pas regarder. En effet, ces quelques supports ou ascenseurs à poulies témoignent d'un passé où la circulation des gens ou des marchandises se faisait verticalement dans cette région-ci. Aujourd'hui, ce moyen de transport n'est plus en fonctionnement, mais notre nouvelle cape nous permet de nous hisser pour atteindre des endroits plus élevés, tels qu'une station de cloche-voix où nous pouvons retrouver notre ami la bête des cloches, ou bien cette alcôve où une fourmiscar s'entraîne sur une cible. Une salle qui, je l'espère, aura une utilité plus tard, car je n'en vois aucune pour l'instant. Ce n'est pas grave. Montons toujours plus haut jusqu'à arriver au repos du pèlerin. C'est un lieu qui porte bien son nom. Aucun ennemi en vue et des pèlerins fatigués. On y retrouve Sherma toujours prêt à pousser la chansonnette en essayant d'aider ses camarades. Dans une énorme carcasse, décidément il y en a beaucoup dans la zone, un lieu de repos avec un banc est mis à disposition de ceux qui veulent bien en payer le prix. Hop, le mécanisme cassé et plus de tracas. Ici nous pouvons rencontrer Mott, un pèlerin un peu peureux qui essaye de rejeter son manque de confiance en soi sur son manque de chapelet. Pour y remédier, il s'essaye de nous vendre ce qu'il a en sa possession. Une pochette à outils, un médaillon de souvenir, mais plus intéressant, un anneau lourd qui nous permet de gagner en stabilité lorsqu'on utilise notre aiguillon. Ce n'est pas un PNJ détestable, mais ce n'est pas non plus un PNJ admirable. Il est mid, à contrario de Pilby, que l'on peut retrouver ici s'il est parti du village de Gouffre d'Os. Il a bien progressé et espérons qu'il ne lui arrive pas malheur pour la suite de son voyage. Ressortons et qu'est-ce qu'il y a sur la droite? Quels sont donc ces coups violents? La tranquillité du repos du pèlerin n'a l'air de tenir que grâce à cette simple porte. J'espère qu'elle tiendra le coup et que personne ne l'ouvrira par inadvertance. De toute façon, l'ombre soie est déjà parvenue jusqu'ici. En effet, si on part suffisamment longtemps du repos du pèlerin et qu'on revient, la pèlerine fatiguée pour laquelle Sharma chantait et qui se disait qu'elle devait se mettre en route pour ne pas être possédée par l'ombre soie, a finalement été contrôlée. C'est triste, mais c'est la conséquence de sa procrastination. Par contre, comment on accède à l'autre côté de cette porte? Pour éliminer la menace, bien sûr. Eh bien, il faut trouver un passage secret dans la station de cloche-voix en contrebas. Oui, c'est loin. Après un parcours de plateforme qui n'apporte rien au lore, mis à part que c'est un endroit plein de pics et de fleurs rouges, on retrouve une puce et un Groncéros. C'est lui qui tapait dans la porte. C'est une espèce aussi dangereuse que rare. Le Groncéros a une grande corne et une face avant extrêmement résistante, donc bonne chance pour se battre contre lui. Si vous voulez vous battre contre lui, vous pouvez aussi ouvrir la porte et partir. Sauf que si vous faites ça, attendez-vous à le retrouver plus tard.
En effet, si vous avez cassé le mécanisme qui scellait l'entrée du repos du pèlerin, vous pourrez revoir le Groncéros et il faudra s'en débarrasser pour que tout redevienne normal, même si le bâtiment sera quelque peu endommagé. Par contre, si Pilby se fait toucher par le rhinocorne, il mourra et les efforts que vous aviez faits pour tenter de le sauver n'auront servi à rien. Encore pire, il n'aura pas le droit à de vraies funérailles. Vous aurez raté votre mission jusqu'au bout. Alors ne repoussez pas le problème à plus tard, affrontez-le quand il se présente devant vous. Faisons une petite pause car j'ai encore envie de vous parler d'un point sur le repos du pèlerin. Contrairement au village de Gouffre d'Os, cet endroit-ci est disons plus conventionnel. Il est très bien aménagé, le sol est lisse, les lampes sont en métal et des hublots sont carrément installés sur la carapace pour le confort des pèlerins. Et bien sûr, le Groncéros est dans une cage. Il règne ici l'œuvre de la citadelle à laquelle je ne prêterai pourtant pas le louable objectif de faciliter le voyage des pèlerins. Je ne sais pas vraiment encore quoi en penser, donc si vous avez une idée, n'hésitez pas à la partager en commentaire. En tout cas, nous, on continue notre route. On arrive dans cette fosse pleine d'ascenseurs et de courants ascendants, jusqu'à arriver à Sombreval. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de notre arrivée, mais elle est quelque peu étrange. En effet, je me questionne encore. Est-ce que ça c'était des ascenseurs censés mener à Sombreval, et avec le temps le passage n'a plus été utilisé et on a construit dessus? Ou bien ça n'a jamais été des ascenseurs et cette zone servait juste de stockage? Là encore, j'ai vraiment besoin de votre avis. C'est comme ça qu'on fera avancer la compréhension après tout. Bon, cette fois-ci, pas de transition brusque, on le fait tout en douceur. Transition! Acte 3. Bon, pas la même définition de douceur, je crois, mais ce n'est pas grave. On va faire vite, n'est-ce pas? Tout d'abord, nous pouvons croiser Garmand et Zaza à plusieurs reprises dans les terres lointaines. Ça commence à devenir habituel, je ne dirai donc rien de plus. La couturière est très contrariée de voir qu'on a fait n'importe quoi du royaume, et nous pousse à aller réparer nos erreurs. Heureusement qu'elle ne renonce pas à son pacifisme. Le repos du pèlerin est quant à lui en ruine, et Mott, en essayant d'échapper à son sort, a dû faire une chute malencontreuse. Tous nos chapelets n'auront donc servi à rien. Mais bon, si on n'a toujours pas acheté, l'anneau lourd repose à côté de son cadavre, alors c'est tout bénef. Mais force à lui quand même. Vers l'entrée des terres lointaines, on peut trouver un autre Groncéros, infesté par les abysses cette fois-ci. Mais ce qu'il y a de réellement intéressant dans cet acte 3 se trouve plus haut. Premièrement, ce stand de tir se révèle enfin utile lorsqu'on utilise une courbe serre de façon à ce qu'elle touche les 4 cibles en un seul coup. Une fourmiscar marquée de taches blanches apparaît alors. Elle est amicale et nous réclame sans le dire notre boomerang. En lui donnant et en revenant un peu plus tard, nous pourrons récupérer celui-ci qui sera maintenant amélioré en courbe-faux. Mais ce n'est pas le seul point intéressant comme vous devez vous en douter. Car voici le deuxièmement, cette énorme zone est explorable durant l'acte 3. On y accède par le sentier du chasseur et nous sommes accueillis par des plaines de pics rouges et de hautes herbes sur fond d'une carcasse tellement grande que le mot gigantesque ne serait pas suffisant pour la décrire. Oui, je ne crois pas qu'il y ait d'ossements aussi imposants que ce soit à Farloom ou bien à Alonest. C'est tout de même intéressant à prendre en note. Et le cadavre du Wyrmepal ne compte pas. Il est long, mais est beaucoup moins large que ça. Bref, dans ces plaines encore une fois, outre les fourmiscars, nous pouvons trouver des Hopmors, des créatures osseuses et peureuses malgré le fait qu'elles soient sous l'emprise de l'ombre soie. Ce qui n'est absolument pas le cas des Hopmors anciens. Des Hopmors qui ont grandi et pris confiance en eux grâce à leur taille. Ils sont aussi plus agressifs, et c'est bien dommage car comme le souligne Hornet, on se ferait une joie de monter sur leur dos. Par contre, ils ne ressemblent pas un peu aux bêtes de la troupe Grimm? Moi je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Dans ces zones, nous pouvons aussi croiser Gilly. Dans notre aventure, ce n'est pas la première fois qu'on la rencontre, mais ce n'est pas grave. Elle est envoyée par son père décédé pour en apprendre plus sur la région, et sur le fait que l'ombre soie ait moins d'emprise sur le territoire des fourmiscars. Elle utilise son camouflage pour passer inaperçue auprès de ces dernières. Mais cette tenue ne trompe pas Hornet. Dans l'acte 3, nous pouvons donc retrouver Gilly, qui est commanditaire d'une traque pour retrouver un trésor, une poupée, sûrement seul souvenir de son défunt père. Pour cela, nous pourrons suivre une piste jusqu'ici. Toute cette traque était un piège orchestré par Gur le Banni. C'est un deuxième Scar tacheté qui est aussi un chasseur passionné. Et il était à la recherche d'une dernière proie à ajouter à sa collection. Un être pâle, Hornet. Durant le combat, il ne répond pas à l'aiguilline et de nombreuses théories intéressantes ont circulé à propos de la relation qu'il entretient avec Gilly. Soit il aurait simplement volé sa poupée en espérant qu'elle nous demande de la chercher, soit il serait le père de Gilly et il l'aurait envoyé pour nous attirer dans son piège. Mais je pense personnellement que l'histoire est plus complexe que ça. La poupée de Gilly a en effet l'air de manufacture Scar, avec des cordes et une matière entre os et bois. Mais je serais surpris d'apprendre qu'elle nous a menti tout en gardant son sang-froid à bien des moments. La dernière chose à voir dans cette zone, c'est bien sûr Vif.
le maître de la vitesse. Il a élu domicile dans un des énormes cadavres de la région, qui, selon les dires de certains, ressemblerait à des wyrms. Ce n'est pas le cas. Les wyrms, c'est des vers à la base. Alors certes, ils peuvent changer de forme, mais alors tout peut être wyrm, et ça n'aurait pas de sens. Bref, revenons au Sprintmaster. Il est obsédé par la vitesse, et c'est vrai que pour un insecte de base, il court très vite. Il nous propose plusieurs courses encadrées par son assistant, à la suite desquelles on peut recevoir diverses récompenses. Mais la vraie récompense se trouve après la 4ème course. C'est un souvenir. Celui du maître de la vitesse qui lui a tout appris. Il est intéressant de faire remarquer que les charmes du Dashmaster et du Sprintmaster ressemblent comme deux gouttes d'eau au saut de la quête qui nous est donné pour finir les 3 courses. Vif aurait-il connu des individus qui auraient parcouru Hallownest ? Je ne sais pas, mais j'espère avoir des réponses. Cette zone ajoutée durant l'acte 3 recèle encore de bien d'autres surprises. Mécaniques de gameplay trop peu utilisées, et autres. Mais j'imagine que ça a dû vous saouler tout le long de l'épisode, alors je le redis une dernière fois, on parle des fourmiscars dans le prochain épisode. Car oui, c'est la fin de celui-ci, si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à liker, mettre vos avis et vos théories dans les commentaires. Dans tous les cas, on se retrouve pour la prochaine fois, et surtout, ne vous abonnez pas, ça n'en vaut pas la peine.